Tombouctou, après la débâcle des islamistes, l'heure est à la récupération de leurs armes par la jeunesse de la ville, des armes remises cette semaine aux autorités sur place. Nouveau souffle dans la guerre contre le VIH-Sida au Mali. Le Fonds mondial vient de reprendre sa coopération avec notre pays. L'institution met dans la cagnotte 58 millions d'euros. Et puis, la CAN, l'Afrique du Sud 2013, le Mali sur la 3e marche du podium. Les Aigles du Mali ont battu cet après-midi les Black Stars du Ghana dans le match de classement par le score de 3-1. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et puis ce message de félicitations du président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré, aux Aigles du Mali pour leur 3e place à la 29e édition de la CAN 2013, message ainsi libellé. Chers Aigles, dans un sursaut d'héroïsme et de bravoure, vous venez de vous classer à la 3e place de la 29e édition de la CAN de football en Afrique du Sud, en battant votre adversaire du jour, le Ghana, par le score sans appel de 3-1. C'est avec une grande fierté et une immense joie que le peuple malien tout entier, et notamment nos compatriotes du Nord, fraîchement libérés, ont suivi votre victoire éclatante de cet après-midi. Au nom de notre peuple, de l'ensemble de ces institutions et à mon nom personnel, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses et les plus admiratives. Les Maliens, dans leur grande diversité, sont fiers de vous et partagent avec vous la joie de ce magnifique succès. Cette 3e place conquise avec brio et panache apporte du baume au cœur de tous les Maliennes et de tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. En ce moment éprouvant pour notre pays, votre combativité et votre opiniâtreté resteront un exemple d'engagement pour tous les patriotes maliens. Votre consécration est un signal fort pour toute la jeunesse malienne, civile et militaire, qui doit s'armer de courage et de détermination pour affronter les défis actuels. Chers Aigles, vous êtes des valeurs sûres. Nous croyons en vos capacités collectives, nous croyons en vos talents individuels. La nation reconnaissante saura vous réserver un accueil chaleureux digne de votre exploit. Chers Aigles, nul doute que vous volerez plus haut vers la consécration ultime. Nous y travaillons. Bon retour à la maison. Message signé, président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré. Le président de la République par intérim, suite aux affrontements qui ont eu lieu hier au camp parade du Coroni, a rappelé à l'ordre les militaires maliens dans un message à la nation hier soir. Pour le professeur John Kounda Traoré, qui a tenu à présenter ses excuses à nos partenaires, l'heure n'est pas à la division, mais plutôt à la cohésion. Mahamadou Kone. Quel sentiment croyez-vous qu'éprouvent vos frères, vos compagnons d'armes, venus vous offrir de mourir à vos côtés pour sauver votre pays? Le sentiment, simplement, que certains d'entre nous n'ont toujours pas compris la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou tout simplement ne donnent aucune importance à l'existence même de leur patrie. Le sentiment qu'ils sont venus peut-être mourir pour rien. En conséquence, je vous demande d'arrêter définitivement ces affrontements répétés au sein de l'armée malienne qui doit tout faire pour se ressaisir et se hisser à hauteur de mission. Ceux qui nous observent sont perplexes. Ils ne comprennent pas ce qui arrive aux Maliens. Ils ne comprennent pas cette image si négative du peuple malien que certains s'évertuent à leur envoyer. Pour nous-mêmes, pour le Mali et pour eux, je vous exhorte à arrêter ces comportements où la raison est totalement absente et où l'ego, si mauvais conseiller, est seul présent. L'armée malienne a certainement bien d'autres choses à faire
que ce à quoi nous avons assisté. Dès lundi, le Premier ministre recevra les représentants du régiment des commandos parachutistes avec la hiérarchie militaire pour trouver une solution définitive à cette crise. J'ose espérer que chacun a pris conscience de la gravité de ce qui s'est passé pour ne pas compromettre davantage l'union sacrée, indispensable pour relever les défis qui sont les nôtres en ces moments difficiles. Je compte sur le sens patriotique et l'attachement de tous à la quiétude de nos paisibles populations et je suis sûr que vous ne nous décevrez pas. Voilà, message du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Au-delà des prières pour le retour de la paix au Mali, les imams du pays s'investissent également sur le plan financier. Ils ont remis ce matin au président de la République 20 millions de francs CFA en guise de soutien à l'armée malienne. La délégation a été conduite par le président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Dicko. Un reportage de Mohamed Diarra. La symbolique est très grande et le geste touche à plus d'un titre le président de la République par intérim qui a entre ses mains 20 millions de francs CFA en espèces. Une contribution du bureau exécutif de l'organisation des imams du Mali en guise d'aide à l'armée malienne. C'est très symbolique quand les imams qu'on appelle communément les garibous disent qu'ils ne peuvent pas rester et demeurer en reste parce qu'il s'agit du Mali. Il faut que tous les Maliens, sans exception, fassent vraiment montre de détermination pour que le Mali puisse être ce qu'il doit être, c'est qu'un est indivisible. Ces fonds ont été collectés dans les différentes mosquées du pays, mais les imams ne comptent pas s'arrêter là. Il y a encore plus que les 20 millions, c'est les prières qu'ils vont faire tous les jours pour le Mali, afin que vraiment notre pays puisse retrouver la paix, la quiétude et puis son intégrité totale, Inch'Allah. Une matinée de retrouvailles pour certains qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, le tout dans une atmosphère conviviale. Contribution également des établissements Kouma et Frères du Mali et de la Côte d'Ivoire et 10 millions de francs CFA pour aider l'armée malienne dans sa lutte de libération totale du Mali. Le chèque est remis ce week-end au ministre de l'économie, des finances et du budget, Adama Koudio. Les établissements Kouma et Frères du Mali et de la Côte d'Ivoire apportent ainsi leur contribution dans l'élan de solidarité enclenché envers l'armée nationale. Les responsables de ces établissements viennent de remettre un chèque de 10 millions au ministre en charge de l'économie, des finances et du budget. Je suis une femme. Nous, les femmes, nous sommes les plus touchées par les guerres. Parce que nos hommes sont au front, nous restons à la maison avec les enfants. C'est quelque chose déjà qui est une mission qui n'est pas du tout facile. Donc c'est ce qui m'a surtout motivé à donner ces 10 millions de francs CFA. Le geste patriotique est salué par le premier responsable du département des finances qui a rassuré les donateurs du bon usage qui sera fait de ce montant. Plus que le montant, c'est vraiment le principe même des contributions qui intéresse le gouvernement, mais qui intéresse aussi singulièrement celui à l'appel de qui tout le monde répond, c'est-à-dire le président de la République. Cela montre que chaque Malien se sent concerné, se sent meurtri au plus profond de lui-même par rapport à la situation que vit le pays et que chaque citoyen malien, mais aussi chacun des amis du Mali, puisque les contributions, ce n'est pas seulement les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, c'est aussi les amis du Mali. Pour une grande transparence, le compte rendu de la situation des contributions pour l'armée est fait lors de chaque conseil des ministres et tous les jeudis dans le quotidien national L'Essor. Vous l'avez suivi dans notre édition d'hier soir, le procureur général a lancé des mandats d'arrêt nationaux et internationaux contre 28 personnes du MNLA, du Moujao, d'Ansardine et des narcotrafiquants pour des faits avérés de terrorisme, d'actes de sédition ou de crimes à caractère racial. Alors, pourquoi ces mandats d'arrêt maintenant? Concrètement, comment cette poursuite contre ces individus est-elle organisée au Mali, à l'extérieur du pays? Où seront-ils jugés? Sidiki Dambélé s'est entretenu avec le procureur général Daniel Amagouin Tessouké, qui donne ici des éléments de réponse. Nous suivons. Ces actes ont été posés. Lesquels actes
sont réprimés par le code pénal malien et d'autres textes. Donc c'est au regard de cela que nous avons décidé d'engager des poursuites contre un certain nombre de personnes, et notamment les principaux responsables pour le moment. Certainement, il y aura d'autres complices et co-auteurs qui seront pris dans le filet de la justice. Mais pourquoi justement maintenant qu'on a ces mandats d'arrêt contre cela alors qu'on aurait pu les faire une année, voire même 2 ans? La justice souvent ne peut pas aller avec la vitesse du son. Nous sommes obligés d'avoir des éléments. Et c'est au vu de ces éléments que nous pouvons enclencher des procédures. Et aujourd'hui, le temps était mieux pour cela, certainement. Depuis que nous avions pris fonction, quand même, nous sommes en train de réunir les éléments, petit à petit. Et c'est lorsque nous avons eu des éléments assez probants que nous avons décidé donc d'instruire le procureur de la République de la commune 3, qui a été désigné par un arrêt de la Cour suprême, afin que lui, à son tour, requiert l'ouverture d'une information. Les policiers ont été engagés il y a quelque temps déjà. Des éléments avérés, réellement, de trafic de drogue, d'attentats également à la sûreté intérieure de l'État, des actes de sédition, des crimes à caractère racial et religieux. Est-ce que c'est une liste exhaustive ou bien il y aura d'autres personnes qui seront concernées? La liste est loin d'être exhaustive. Hein. Il y a plusieurs personnalités personnes qui sont donc inculpées, mais il fallait de façon sélective porter l'information à la connaissance du public. Il y a beaucoup d'autres qui sont inculpés devant le juge d'instruction. En fait, il va s'agir des auteurs, des co-auteurs et des complices. Donc on ne peut pas porter toute la liste. Sinon, je crois que vous aurez un communiqué de plusieurs centaines de pages, certainement. C'est pourquoi nous avons dit entre autres. Même les infractions, il s'agit entre autres. Sinon, il y a plus de 17 infractions qui sont visées dans le réquisitoire introductif du procureur de la République. Concrètement, comment ça va se passer sur le terrain? Les mandats d'arrêt ont été lancés. Au plan national, il y a les autorités policières, notamment la gendarmerie et la police nationale, qui vont se mettre à la recherche. Bien sûr, il va être évident que d'autres sont ailleurs, dans d'autres pays. Et donc, à ce niveau, nous avons des accords de coopération judiciaire avec certains pays. On va mettre ces accords-là en branle et ces personnes-là seront arrêtées là-bas forcément et extradées au Mali. Maintenant, pour les pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord, nous allons également faire jouer certains engagements internationaux que ces pays ont signés. Tantôt, nous avons cité la résolution 1373 des Nations Unies qui fait obligation à chaque État du monde ou d'arrêter, d'extrader ou de juger. Maintenant, sur le théâtre des opérations, nous espérons bien que la gendarmerie assure des mesures une fonction de probité va pouvoir également agir pour qu'on puisse rapidement mettre la main sur chaque individu visé par les différents mandats d'arrêt. Alors, une fois arrêtés, est-ce que ces gens-là seront jugés ici au Mali ou bien ils seront envoyés devant la Cour pénale internationale? Les infractions spécifiques par lesquelles le juge d'instruction est saisi ici, les personnes seront déférées devant les juridictions nationales et passeront devant la Cour d'assises du Mali, bien sûr. Maintenant, les cas qui relèvent de la Cour pénale internationale, pour ces personnes-là, l'hypothèse où la Cour pénale va demander à ce que ces personnes-là leur soient transférées, donc les autorités verront ce cas également. Après la défaite des islamistes à Tombouctou, l'heure est à la récupération des armes disséminées à travers la ville par les assaillants dans leur fuite pour débarrasser Tombouctou de ces engins très dangereux pour la vie des citoyens. Les jeunes ont organisé dans les différents quartiers des opérations de ratissage. Dans leur butin, on y trouve des kalachnikovs, des grenades et autres munitions. Un arsenal de guerre récupéré et remis cette semaine aux autorités militaires en présence des membres du comité de crise. Nos envoyés spéciaux à Tombouctou, Adama Djimde, Shérif Moulay. Des grenades, des kalachnikovs, des dizaines de balles et autres munitions engins. Ces armes ont été récupérées par le réseau des jeunes pour la sauvegarde des intérêts de Tombouctou, une organisation qui a ses ramifications dans les quartiers en vue de sensibiliser les populations et de collecter les armes. Lorsque l'armée a fait son repli tactique, il y avait des militaires qui avaient confié des armes à des amis de des connaissances. Le réseau s'est attelé à récupérer ces armes pour organiser cette cérémonie pour la remise officielle de ces armes. C'est un exemple que nous souhaiterons qu'il soit suivi dans toutes les villes du Mali, puisqu'il y a tellement d'armes dans la région de Tombouctou. Le camp a été pillé, il y a tellement d'armes, et nous souhaitons que vraiment ces gens se ramassent ces armes-là et les donnent aux autorités compétentes. Le colonel Kiba Sangaré, chef des opérations militaires de Tombouctou, a remercié ces jeunes pour cette action citoyenne. Il a réaffirmé que l'armée ne va jamais faillir à son rôle de défense de l'intégrité territoriale. Vous savez,
la guerre, c'est pas bien. Comme le président Ayal dit, si nous devons faire la guerre pour faire partie du terrorisme, nous sommes prêts à le faire et à le reprendre. Mais cette victoire, pour que ça puisse aller de l'avant, il faut la collaboration franche et totale de la population. Et les gestes que nous venons de voir à travers le comité des jeunes étaient un geste rassurant. Le COUNES Sangaré a aussi procédé au lancement des activités du programme Éducation aux mines et engins explosifs à Tombouctou. Le monde focalisé sur la guerre au Mali depuis le début des opérations militaires, le pays est devenu l'une des destinations les plus prisées par les journalistes venus de divers horizons. Sur place, ils ont trouvé une population aujourd'hui libre et accueillante, mais qui a été longtemps soumise aux atrocités des islamistes. La presse vue par nos envoyés spéciaux à Tombouctou, c'est un reportage de Adama Djimde et Sherif Moulay. Sont près d'une centaine de journalistes déployés à Tombouctou pour couvrir les événements dans la ville la plus connue de notre pays grâce à la célèbre université arabo-islamique de Sankoré. Journalistes, caméramens et photographes ont souvent bravé les consignes de sécurité pour être présents sur le théâtre des opérations après la débâcle des djihadistes. Le risque comptait peu. Chacun voulait être le plus près possible des faits. Moi, en tant que journaliste français, j'ai été remarquablement accueilli par la population de Tombouctou. On a senti un vrai soulagement de la part de la population de Tombouctou qui était extrêmement touchant. Autant en tant qu'homme qu'en tant que professionnel, on a rarement vu un événement aussi bouleversant que celui-là. On a senti les souffrances qui avaient été endurées par la population de Tombouctou, des souffrances terribles que l'on connaît, que les Maliens connaissent. Selon certains, ils ont dû débourser 1 200 000 francs CFA pour le billet d'avion Mopti-Tombouctou. Le coût était jouable compte tenu de l'importance des sujets. Deux faits inédits, l'arrivée d'un Hollande à Tombouctou et la possibilité pour les confrères d'être en contact physique avec une population soumise à la charia pendant 9 mois, qui malgré tout a tenu bon. J'ai constaté qu'il n'y a pas d'électricité, il y a beaucoup de problèmes de suministres encore, donc j'imagine que la population encore est en train de s'habituer à la nouvelle situation, donc ils sont un peu sous le choc. Mais ce que j'ai rencontré, c'est des gens très sympas, très heureux. Les plus grandes chaînes du monde étaient présentes sur le terrain, ce qui faisait que tous les regards étaient tournés vers Tombouctou, désormais libre depuis près d'une semaine. Sénégal, après plusieurs années de bataille politico-judiciaire, la route semble désormais dégagée vers un prochain jugement de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Les premières manifestations étaient visibles hier à Dakar. Après 22 ans de procédure, l'obstination des victimes est enfin venue à bout des réticences politiques. Un tribunal spécial a été mis en place à Dakar pour juger Hissène Habré. Il s'agit du premier tribunal en Afrique jamais mis en place pour juger un ancien dirigeant africain. Une décision qui satisfait pleinement l'Organisation des droits de l'homme. C'est une immense satisfaction. Les victimes qui se battent avec persévérance et ténacité sont finalement récompensées. Ce qu'on attend maintenant, c'est un procès équitable. Équitable pour les victimes, équitable pour Hissène Habré. Durant la dictature d'Habré, entre 1982 et 1990, 40 000 personnes ont été tuées. Les archives découvertes au Tchad par Human Rights Watch en 2001 révèlent les noms de dizaines de milliers de personnes détenues et exécutées par le régime. On ne peut plus s'accommoder de l'impunité. Et si l'Afrique ne prend pas ses responsabilités par rapport à ces défis, l'Afrique continuera à être la risée du monde. L'inauguration de ce tribunal spécial marque un tournant décisif, montrer que les tribunaux africains peuvent aussi juger les pires crimes commis sur le continent. Nous, en tant que survivants de torture, il nous manque quelque chose. De tout ce qu'on a vécu, vraiment, il n'y a que cette justice qui devait nous donner la vraie guérison. Mandaté en 2006, le Sénégal du président Wade n'a jamais organisé de procès. Macky Sall, son successeur depuis avril 2012, s'était engagé à organiser un procès équitable et rapide. Il devrait se tenir en 2014, après la fin de l'instruction. Les étudiants subsahariens de plus en plus séduits par la formation universitaire au Maroc. Depuis quelques années, le flux atteint des proportions importantes. Ces étudiants africains au Maroc déclarent venir chercher une meilleure qualité de formation et aussi des opportunités de travail offertes par ces structures de formation du Royaume qui tissent de bonnes relations de partenariat avec des entreprises européennes.
Étudiants africains francophones, mais aussi anglophones, ils sont de plus en plus nombreux chaque année à choisir de venir se former au Maroc. Jesse vient du Libéria. Il étudie à l'université de Rabat depuis 5 ans grâce à une bourse de la coopération marocaine. Une bourse plus facile à obtenir que celle des États-Unis et un défi pour cet anglophone qui a appris le français en 6 mois. Je suis content pour la formation que j'ai faite au Maroc. Et déjà, j'étudie au Maroc, à l'extérieur, dans une langue étrangère. Et puis, bon, la formation elle-même, le commerce international, c'est une formation qui est voulue, qui est demandée au pays. Les sciences économiques, la médecine, la pharmacie, les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs sont les filières les plus recherchées. Le Maroc accueille ainsi chaque année près de 7000 étudiants subsahariens dans le public, universités ou grandes écoles, et autant dans le privé. Des étudiants qui arrivent du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso ou encore du Gabon. Dans nos universités, il y a souvent des problèmes d'administration, de grève, il y a des problèmes de sureffectifs, il y a le problème de la corruption aussi. Et donc ces étudiants, en choisissant le Maroc, ils n'atteignent pas le niveau de l'Europe qu'ils désirent, mais ils dépassent au moins le niveau de ce qu'ils ont. Ces étudiants se tournent aussi de plus en plus vers le privé, car les écoles marocaines multiplient les accords avec les universités françaises pour proposer des doubles diplômes et des masters délocalisés. Alors, généralement, les parents, lorsqu'ils voient ça, ils se disent, bon, mieux vaut envoyer mon fils ici au Maroc, où le coût est moindre, où il a la possibilité d'étudier comme s'il était en France. Reste qu'étudier au Maroc, cela a un prix. Pour les non-boursiers, les fins de mois sont parfois difficiles. Par exemple, je sais que pour payer juste le loyer, ceux qui sont au quartier, souvent ça dépasse les 1000 dirhams. Autre difficulté, l'intégration dans la société marocaine. Baldé est au Maroc depuis 5 ans. Si le bilan est positif au niveau de sa formation, sur le plan personnel, le constat est amer. C'est pas le délit de faciès et tout. À chaque fois qu'on nous voit, on nous rabrouille et tout. Et c'est pas, je suis resté dans une logique plus ou moins défensive. En dernière année de master, Baldé songe à l'avenir. Si j'arrive à poursuivre mes études, de les approfondir, c'est pas de continuer un doctorat, de faire un doctorat après pour rentrer au pays, parce que franchement on a une dette morale envers le pays, on a reçu sa bourse et tout. L'avenir, comme Baldé, la plupart de ces étudiants africains l'envisagent au pays. Reprise de la coopération entre le Fonds mondial et le Mali dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. L'institution met à disposition du pays 58 millions d'euros pour lutter efficacement contre la pandémie. Ce fonds devra servir au financement de plusieurs activités, dont le traitement de 110 000 malades du sida avec les antirétroviraux. La cérémonie de lancement des activités de la deuxième phase du projet RAND 8 a eu lieu ce matin au ministère de la Santé. C'est un reportage de Ramata Konaté. 58 millions d'euros, soit près de 38 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Fonds mondial accorde à notre pays. Cela pour venir à bout du VIH et du sida. Pour ce faire, plusieurs activités seront menées. Il s'agit entre autres, d'ici 3 ans, de dépister 650 000 personnes âgées de 15 à 49 ans au VIH, dont 365 000 femmes enceintes, et de traiter 110 000 personnes avec les ARV. Il est donc question d'intensifier les services de prévention, de consolider les acquis en matière de lutte contre le VIH-Sida et d'accroître l'offre de soins aux malades concernés. Pour le directeur exécutif du programme ONU-Sida, l'heure de la gestion efficiente des fonds a sonné. C'est un moment où il faut démontrer très clairement que les ressources que nous allons obtenir, ces ressources seront utilisées de façon transparente, que ces ressources vont être utilisées avec une obligation de rendre compte et une obligation de résultat. Cette épidémie, il ne faut pas la négliger pendant ces périodes de crise. Il faut au contraire essayer de l'intégrer dans nos structures, dans nos systèmes d'approche. A préciser que le lancement des activités de la deuxième phase du projet RAND 8 concrétise la reprise de la coopération Fonds mondial Mali dans le cadre de la lutte contre la pandémie VIH-Sida.
Des acquis à renforcer et à accompagner en matière de formation professionnelle dans la région de Sikasso. Une déclaration faite par le ministre Diallo Dédia Mahaman Kantra à l'issue d'une tournée dans des centres de formation à Sikasso, Yorosso et Koutiala. Elle a pu s'entretenir avec les artisans, mais également avec les acteurs régionaux de la formation professionnelle sur les réalités du secteur. Correspondance de Sekou Konaté. Première étape de cette visite en 3e région, le centre Saint-Jean-Bosco de Sikasso. Un centre dédié à la formation professionnelle et qui compte de nos jours plus de 500 apprenants dans 4 filières. Avec les acteurs régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle dans les locaux du conseil régional après la visite du centre Saint-Jean-Bosco, les échanges ont permis à la délégation ministérielle de prendre connaissance des stratégies développées en matière de formation professionnelle et d'emploi. Stratégie soutenue par un schéma directeur régional de la formation professionnelle et technique et de l'emploi. Tout ce qui relève de notre département qui répondent aux normes de l'emploi et de la formation professionnelle. Parce que qui parle de formation et d'emploi parle d'un problème très sensible et le gouvernement y attache un intérêt particulier. À Koutiala et à Yorosso, Madame le ministre a pu voir de près les acquis en matière de formation professionnelle. Si à Koutiala l'heure est à la satisfaction, à Yorosso, la réalisation du centre de formation professionnelle connaît un grand retard. Le chantier est à 42% d'exécution, que j'ai déploré, mais vu tout le contexte que nous vivons, je pense que d'ici mars, comme nous l'a promis, nous aurons notre centre. Des bénédictions pour le retour de la paix au Mali ont été formulées à chaque étape de la visite. Moussa Ag Assari, de porte-parole du MNLA en France, exclu, radié de la grande famille du mouvement pionnier du Mali. Son foulard lui a été retiré par l'association des pionniers du Mali, l'APM, qui applique ainsi la décision du Conseil fédéral. L'information a été donnée lors de la présentation du bilan 2012 de cette association. C'était ce matin à la Maison des Jeunes de Bamako. C'est un reportage de Adama Kodjo. Faire le bilan des activités menées en 2012, voilà l'objectif principal de cette rencontre de l'Association des pionniers du Mali, APM. Malgré les difficultés politico-sécuritaires du pays, l'APM a pu réaliser en 2012 un certain nombre d'activités. Nous avons procédé à des journées de salubrité, une journée sans déchets plastiques à Bamako, où on a ramassé tous les déchets plastiques depuis l'Assemblée nationale jusqu'au carrefour du 3e arrondissement. Et encore, nous avons reboisé pendant vraiment la campagne de reboisement dans la Faya. Plus de 160 hectares ont été reboisés par les pionniers et par les jeunes du Mali. Et à l'international, nous avons pris part à des conférences. Le foulard du pionnier est destiné qu'à ceux qui respectent les lois et règlements. C'est pourquoi, lors de la cérémonie, le bureau fédéral de l'APM a retiré le foulard du pionnier à Moussa Ag Assarid, le porte-parole du MNLA qui a pris des armes contre le pays. Foulard qu'il a acquis au camp des pionniers en 1946 à Banamba. Les pionniers ont également fait président d'honneur de leur association les anciens ministres Abdoulaye Sall et Djiba Keïta. Il faut être citoyen, en tout cas, du monde en général et du Mali en particulier, pour pouvoir mériter, n'est-ce pas, tel hommage. Et que cet hommage n'est aucunement un hommage individuel. Il est collectif. Ensemble, pied à pied, nous sommes en train de récupérer le territoire perdu. Ce que je voudrais ici vous dire, c'est la détermination de la France à aller jusqu'au bout. L'objectif est bien que partout sur le Mali flotte de nouveau le drapeau malien sur toutes les mairies. Pour traduire en actes leur reconnaissance à ceux qui ont donné leur vie pour défendre l'intégrité territoriale du Mali, les pionniers ont décerné à titre posthume des foulards et attestations au lieutenant français Damien Boiteux, au sergent Tchango Haché du Togo et au capitaine Sékou Traoré du Mali. Agir pour une solidarité effective, c'est le thème du mandat 2013 de la Jeune Chambre internationale de Tombouctou, dont la cérémonie de lancement s'est déroulée aujourd'hui ici à Bamako. Le choix de ce thème se justifie par la crise politique et sécuritaire que vit le pays. Il s'agit pour les membres de l'organisation de poursuivre les actions humanitaires entreprises au titre de l'exercice écoulé en faveur des couches défavorisées. Tchemoko Konaté.
La rentrée solennelle 2013 de la Jeune Chambre internationale Tombouctou, couplée de la prestation des serments des membres de l'organisation pour mieux faire face aux défis de l'ère. Le choix du thème de l'exercice en cours, à savoir agir pour une solidarité effective, réside dans la crise politique et sécuritaire que le pays a connue courant 2012. Il s'agit pour les membres de l'organisation d'intensifier les actions humanitaires entreprises au grand bonheur de nombreuses couches démunies. Parmi ces actions, on retient volontiers la distribution de vivres, de moustiquaires imprégnés et de fournitures scolaires. Je vous donne l'assurance d'œuvrer pour rassembler davantage les amis, maintenir la croissance au sein de l'organisation et accomplir la mission et la vision de la DCI à travers les actions à réaliser. Le processus enclenché depuis fort longtemps s'inscrit dans une démarche participative aux efforts de sortie de crise, de quoi éblouir les invités d'honneur de la cérémonie. En ce moment crucial de cette crise de la gouvernance que notre pays traverse, c'est à ce titre que les femmes de ma coordination vous encouragent à promouvoir davantage l'excellence et la bonne gouvernance afin de faire partie des pays avec une jeunesse émergente et constructive. Parallèlement à la reconquête du septentrion, les élections générales qui pointent à l'horizon constituent des défis majeurs. Pour relever ces défis, la jeunesse a un rôle capital. Engagez-vous en tant qu'équipe et œuvrez tous ensemble, de manière à créer des changements positifs au sein de votre communauté. Un poème dédié à la paix a été chanté, une paix à laquelle aspirent aujourd'hui tous les fils du pays. L'Assemblée générale de l'ONG Adidar s'est tenue ce matin ici à Bamako. 2 points étaient à l'ordre du jour, le point des activités menées et le renouvellement du bureau. La rencontre a regroupé les représentants de tous les villages du Karta. Moussa Fane. Construction d'un pont à Darouma, organisation des journées de reboisement et don de vivres aux victimes d'inondations de certains villages, voilà quelques-unes des réalisations faites par l'ONG Adidar dans le contrôle du Karta. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de l'ONG tenue ce matin à Bamako. L'objet de cette Assemblée générale, c'est d'abord renouveler le bureau, puisqu'il y a 5 ans, nous nous sommes retrouvés ici pour mettre, disons, le bureau de l'ONG en place. Aujourd'hui, c'est un plaisir de se retrouver de cette ONG qui a été créée depuis 1989. Les acquis, on a pu obtenir la construction d'un hôpital de référence, mais le problème n'est pas réglé dans la mesure où tous les villages sont situés à peu près à 10 ou 15 km, mais il n'y a pas de route. À l'issue des travaux, le bureau de l'ONG a été renouvelé. À sa tête, Moussa Makan Sissoko, reconduit pour un autre mandat de 5 ans. Selon le président, d'autres défis restent à relever, notamment le désenclavement du Karta. Cette assemblée générale a regroupé les représentants des 33 villages de la zone culturelle. Il faut rappeler que le nouveau bureau compte 11 membres. Et cet appel du maire du district de Bamako qui rappelle aux populations que les dispositions relatives à l'état d'urgence décrété par le gouvernement sont toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire. En conséquence, le maire du district invite les populations au respect des mesures de sécurité qui suivent. Éviter les regroupements à caractère festif lors des mariages, vérifier l'identité des participants à des réunions publiques, et célébrer autant que possible dans les édifices du culte les manifestations religieuses comme les prêches et lecture de Coran. Le maire invite également les populations à signaler aux forces de sécurité tout comportement ou colis qui leur semble suspect. Et justement, l'opération de sécurisation des populations et de leurs biens se renforce. La Direction générale de la police nationale, à travers le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, a organisé hier soir une patrouille de grande envergure dans le district de Bamako. Notre équipe de reportage, dirigée par Agibou Koulibaly, a suivi cette patrouille pour l'actualité. Voici son compte rendu. Vous avez mission de contrôler tout véhicule suspect, fouiller les occupants au besoin, conduire ces véhicules-là dans le commissariat le plus proche ou dans une brigade de gendarmerie la plus proche. Interpeller toute personne suspecte.
Après ces consignes données à 22 h, les 300 éléments ont été répartis en 4 secteurs puis renvoyés à leur mission sur le terrain. Notre équipe de reportage a suivi les éléments du commissaire Ibrahima Koné dans le secteur 2 en commune 3 et 4. Au rond-point de la Liberté A à 23 h 15 et du Gabriel Touré à 23 h 54 Après la fouille des véhicules et le contrôle des pièces, les usagers apprécient l'opération. Vu toute la situation que le pays a connue, c'est l'année dernière et déjà cette année, je pense que si on a ce genre d'opération, ça permet de vérifier d'abord ce qui se passe en ville, mais c'est aussi très très dissuasif. Nous n'avons pas eu assez de problèmes parce que les usagers, certains sont compréhensifs, mais le contrôle se passe normalement. Tous les véhicules sont contrôlés et les engins en 2 roues sont contrôlés. Bon, il n'y a pas de problème actuellement. À 0h52, nous avons été dans le secteur 3 en commune 5 pour rejoindre l'équipe du commissaire Amadou Ousmane Guindo au rond-point de Sabalibougou. Ici, les mêmes activités de contrôle se poursuivent. Nous sommes très très contents parce que la police étant un service public, et elle est à sa mission comme ça, pour assurer la sécurité des biens des personnes. La Tour d'Afrique dans le secteur 4 en commune 6 a été la dernière étape de notre mission. Ici, à 1h35, une personne a été appréhendée. C'est une bonne chose, c'est pour la sécurité de la population et puis c'est dans l'intérêt de tout le monde. Au-delà de quelques cas de défaut de pièces d'identité, il n'y a pas eu de cas suspects. Nous continuons toujours à demander aux populations de coopérer. Nous sommes là pour la sécurité de tout le monde et vraiment c'est avec la collaboration de tout le monde que nous arriverons, Inch'Allah, à atteindre les missions que nous nous sommes fixées. En ces moments d'insécurité dans la ville de Bamako, la collaboration des populations avec les forces de sécurité est plus que nécessaire. Maintenant, le sport foot CAN 2013 pour la 3e place. Les Aigles du Mali ont battu les Black Stars du Ghana 3-1 et s'emparent ainsi de la médaille de bronze. Assasou Maré nous fait le résumé de la rencontre. Et puis, cette nouvelle qui fera certainement plaisir aux finalistes burkinabés, la CAF qui a décidé d'annuler donc le carton rouge reçu contre le Ghana en demi-finale par Jonathan Pitroapa qui pourra donc jouer la finale de la CAN contre, qui pourra donc jouer la finale de la CAN demain contre le Nigeria. Match à suivre en direct sur le RTM. Et puis ce rendez-vous à retenir sur notre chaîne ce soir, la ligne de front qui reçoit le député Badjan Aga Amatou. C'est tout à l'heure une présentation de Mohamed Touré demain 13h, c'est Rabatili. Inch'Allah, on se retrouve pour l'édition des soirs et ça sera après votre soirée de foot. Excellent week-end.